monsieur, bonjour. Merci également de nous choisir pour vous informer à cet avant-midi sur WAB Information TV. Vous le savez peut-être, 8 000 francs congolais en moyenne, c'est la contribution des ministres pour chaque militaire par solde, mais aussi le président de la République a ordonné 500 $ pour chaque militaire, juste pour une prime spéciale durant cette période de guerre. Nous allons devoir en parler avec M. Nikez Kibelbel, lui qui est notre invité de cet avant-midi. Bonjour Nikez et bonne arrivée. Merci, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Nous sommes très heureux également de vous recevoir sur ces plateaux, bien évidemment, de Web Information TV. Dites-nous comment est-ce que vous analysez d'abord cette nouvelle contribution des ministres aux militaires au front. Merci beaucoup. D'abord, il faut saluer toute action qui va dans le sens de l'amélioration des conditions des non-militaires au front. Il est vrai que l'idée prise par les ministres de cotiser, ils l'ont fait. Et 8 000 francs, comme vous le dites, si la somme est confirmée, il faut comprendre que nous n'avons pas 100 ministres. Et que à prendre ce qu'ils ont donné comme contribution, à comparer avec le nombre de militaires au front, c'est normal, même si 8 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, ça peut paraître insuffisant, mais c'est symbolique. Et comme vous l'avez dit, le chef de l'État a ordonné qu'on puisse remettre à chaque militaire au front 500 $. Comme prime spéciale. Hein? Comme prime spéciale, c'est déjà une très très bonne chose. Et c'est juste cet encouragement à comprendre que toute la nation est derrière les FRDC pour défendre l'intégrité du territoire national. Donc, d'emblée, le geste doit être salué. Et nous le saluons. Est-ce que cela va vraiment contribuer à l'efficacité des militaires congolais sur les fronts malgré multiples replis stratégiques? D'abord, il faut noter que un militaire, même quelle que soit sa formation, la première des choses, il y a deux choses d'abord. La première des choses, c'est la discipline. D'ailleurs, on l'a dit, la discipline est la mère des armées. Et la deuxième des choses, c'est le moral. Lorsque le moral est haut, le militaire s'engage dans ces soucis-là de défendre la nation. Donc la prime, il faut comprendre dans le sens qu'il vient remonter le moral des troupes. Alors, quant au repli stratégique, vous savez, les replis en termes militaires, c'est lorsque l'ennemi en face a une force, une capacité supérieure à vous, vous faites un repli. Et comme le dit le terme stratégique, le repli est différent de la fuite. Vous faites un repli stratégique pour vous réorganiser. Donc nous supposons que les FRDC se sont réorganisés. Vous savez, par exemple, au Nord Kivu, l'état-major est au niveau de Beni, le nouveau gouverneur militaire est à Beni. Et au Sud Kivu, vous savez aussi que le gouverneur civil est à Uvira. Donc on suppose pas, c'est ça la vérité, les FRDC se sont réorganisés pour affronter l'ennemi avec vaillance. Voilà, quels mécanismes, selon vous, peuvent être mis en place pour garantir la prime de 500 $ pour que ces primes atteignent réellement les militaires au front? Bon, d'abord, vous savez, notre armée, à tort ou à raison, elle est critiquée, notamment les commandants. Le commandement est critiqué de détourner la prime, solde, tout ce que vous voulez, la ration des militaires. Alors, dans une situation critique comme celle-ci, il faudrait qu'il y ait un suivi jusqu'au front. Parce que lorsqu'on parle, la différence que nous avons faite avec la fuite devant l'ennemi et le repli stratégique, le repli stratégique, c'est pour réorganiser, c'est pour vous réorganiser. Le commandement ou le commandant de l'unité, il sait combien de militaires il a avec lui. L'unité est restée avec combien, s'il y a eu des morts, s'il y a des blessés, ainsi de suite. Donc, il est plus facile qu'on mette un agent payeur, pour ne pas dire un contrôleur, pour suivre jusque dans le moindre détail l'arrivée, ou si vous voulez, la destination de cette prime-là. Parce que le pays fait face à une agression et il ne faudrait plus qu'on entende parler de détournement, qu'on entende parler des militaires qui n'ont pas mangé pendant 2-3 jours. Donc, le commandant suprême, qui est le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, devrait, à travers le ministère de la Défense, à travers
l'état-major général, à travers même l'IGF, pourquoi ne pas les citer, devra suivre de près pour que la somme puisse arriver jusqu'au dernier militaire qui est au front. Et à ce moment-là, nous pouvons espérer gagner. Parce que comme je l'ai dit, la discipline et le moral, la discipline qui est la mère des armées, et le moral des troupes, s'ils sont au niveau haut, il y a espoir de gagner cette guerre. Quel défi logistique, selon vous, qui se pose dans la distribution équitable des primes des militaires? Alors, comme nous l'avons dit, à tort ou à raison, chaque jour qui passe ou qui passait, on accusait des commandants, notamment des généraux, de détourner la prime des militaires. Alors, comme il n'y a pas de preuves jusque-là, mais nous pouvons dire que parmi les causes qui ont fait que notre armée puisse reculer devant l'ennemi, c'est ça, la démoralisation des troupes. Donc, il faut nécessairement que le commandant suprême, que toute la chaîne des dépenses soit mise en œuvre, mise en marche, pour que la dernière prime arrive, disons, la prime arrive au dernier soldat qui est au front. Donc, il faut contrôler. Mais il faut, comme nous l'avons dit, la discipline. Il faut le moral. Il faut aussi le patriotisme. Le militaire, le commandant qui reçoit la prime doit savoir que c'est pour gagner. Parce que l'armée, c'est ce qu'on appelle en lingala, masua, c'est-à-dire une équipe, un esprit. Alors, si l'esprit est entamé, si dans cet esprit de corps, il y a un commandant ou des commandants qui ne veulent pas de la victoire, en principe, il faut. Et des deux, il faut que la justice militaire accompagne le front. Parce que ça, c'est très, très important. On a vu avec les opérations des ADF-MTM, il y avait comment on appelait ça? Il y avait la cour militaire opérationnelle qui était au front, qui récupérait les fouillards, qui récupérait les déserteurs, qui récupérait ceux qui détournaient les soldes de fonds des militaires, tout ça, ainsi de suite. Donc, il faut que la justice militaire puisse accompagner le front pour juger. Et vous savez, une désertion est passible de la pendaison. Comme on dit, et piqué, on vous met on tire sur vous. Ça, c'est la loi militaire, la loi martiale qui dit. Donc, si un commandant arrive à détourner le front et qui conduise à l'échec ou à la perte de localité, ce commandant, naturellement, il faut qu'on l'arrête, qu'on le juge. Et si les preuves sont là, qu'on applique la loi autour d'eux. Donc, l'impunité doit être combattue si nous voulons gagner cette guerre et protéger l'unité et l'intégrité du territoire national. Il y a certains militaires, certains commandants qui détournent l'argent des militaires, alors, c'est ce que vous venez de dire. Non, mais c'est ce qui se raconte. On dit qu'il y a l'impunité, on dit qu'il y a la corruption. Mais comme nous disons, si vous donnez l'argent à un général, au-dessus du général, il n'y a personne. Si le général gagne la guerre, c'est pour avoir quel galon. Vous comprenez? Donc, on ne va pas entrer dans les détails, mais nous disons, si réellement il y a des officiers, des commandants qui détournent la prime, il faut que la justice militaire les accompagne pour que s'il y a effectivement des preuves qu'il y a eu détournement, que ces militaires-là qui ont détourné puissent être arrêtés. Parce que si les commandants récupèrent par exemple $500, mais c'est une suite une suite logique, des retraits, et finalement le dernier militaire n'aura rien. Parce que quand le second trouvera que le titulaire a récupéré $1000, lui va chercher à prendre 700, et ainsi de suite, jusqu'au bas de l'échelle. Et les soldats de rang vont se retrouver, alors que ce sont les soldats de rang qui sont au-devant des affrontements, à la ligne de front, comme on dit, front line. Donc, il faut vraiment un suivi pour que chaque militaire reçoive ces $500 de primes spéciales. C'est là Nikes Kibelbel. Et ce suivi-là, s'il vous plaît, ce suivi-là doit être accompagné par la justice militaire. Parce qu'il faut juger les gens qui compromettent l'avenir du pays et les sanctionner sévèrement dès lors que les preuves sont établies. Merci beaucoup, Nikes. Dites-nous, est-ce que les militaires en retraite sont-ils également considérés comme étant en mission? Les militaires en retraite. Retraités donc. Non, les militaires retraités, ils sont retraités. Mais on peut toujours, parce que dans la retraite d'abord signifie l'âge. Quand on est plus âgé, l'âge, on est avancé à l'âge, on prend la retraite. Je pense que dans notre armée, la retraite se situe autour de 63-65 ans. Est-ce qu'on peut les utiliser? Oui, on peut les utiliser notamment dans les conseils. On peut les utiliser dans l'encadrement. C'est-à-dire,
il y a toujours, d'ailleurs, un bon commandant. Je prends un exemple. Un chef d'état-major général qui est installé, il a besoin, ne fût-ce que pour écouter les anciens chefs d'état-major. Donc, il peut les consulter pour avoir un peu leur lecture de la situation, leur lecture de la sécurité du pays. Parce que l'État, c'est la continuité. Donc, les blessés, on ne peut pas les utiliser si, à condition qu'ils soient rétablis. Donc, les militaires retraités, logiquement, ils sont retraités, on ne peut pas les utiliser. Mais, si on a besoin d'eux pour consultation, on peut le faire. Et l'actuel ministre de la Défense, je vis quand il a été nommé, il a reçu 3 ou 4 chefs d'état-major généraux de l'époque. Vous avez le général d'armée Didier Toumba, vous avez le général d'armée Mbala, Moussense, vous avez le général, les noms m'échappent, bon, vous avez le général Faustin Monene, et puis vous avez le général dont les noms m'échappent. Bon, ça va venir. Il était chef d'état-major général en 2006. Donc, il les a reçus et pour avoir leur lecture de la situation du pays, de la situation des services de défense et de sécurité du pays. Donc, les consultations sont permises et normalement, il faut le faire. On le voit aussi avec des joueurs qui ont décroché. On peut les consulter de temps en temps. Donc, les militaires en retraite ne sont pas considérés comme étant militaires en mission. Ils ne peuvent pas être en mission parce qu'ils sont retraités. Et généralement, les retraités, ce sont ceux qui ont atteint l'âge. Donc, ils ne peuvent pas venir au front. Mais comme j'ai dit, on peut les consulter. Voilà. La raison de cette question, on peut prendre, s'il vous plaît, on peut prendre, on a besoin de l'expertise, on a besoin de l'expérience. Donc, on peut les consulter sur certains points. Oui, vous disiez. D'accord. Maintenant, la raison de cette question était celle-ci. Est-ce que ces militaires à retraite vont également bénéficier de cet argent, cette cotisation également, cette prime de $500? Non, en principe, non, parce que nous avons, je ne sais pas comment c'est organisé, mais nous avons, par exemple, pour les civils, la caisse de solidarité nationale. C'est-à-dire qu'un retraité, chaque mois ou chaque trimestre, va auprès de son assureur, appelons ça assureur, pour toucher la pension de la retraite. Bon, maintenant, pour les militaires, je ne sais pas comment c'est organisé, mais en principe, les militaires retraités ne doivent pas bénéficier de ça. Parce qu'ils ne sont pas au front, ils sont déjà hors service. Mais ils reçoivent quand même les soldes. Hein? Bon, ils reçoivent, c'est ce que je dis, je ne maîtrise pas très bien. En principe, quand vous allez à la retraite, on vous paye. On vous paye les frais de retraite et tout ça, ainsi de suite. Bon, maintenant, je ne sais pas pour les militaires, je sais que pour les agents et fonctionnaires de l'État, ils ont par trimestre ou je ne sais pas par semestre, ils vont à la Caisse nationale de solidarité, qu'on appelait à l'époque, comment encore le nom m'échappe, mais c'est CNCP, Caisse nationale de solidarité. Ils vont, ils touchent, parce qu'il y a une cotisation. À chaque pays, on retire, à chaque mois, on retire quelque chose des militaires. Non, des civils, des agents et fonctionnaires de l'État. Il y a une cotisation et on les retire. Et à la fin, à la retraite, c'est pas beaucoup. Hein? Il y a ceux qui touchent 30 000 francs, d'autres 50, 100. Par mois. Par mois ou par trimestre, ça dépend. Mais là, c'est un autre dossier. On ne peut pas s'hasarder tant qu'on n'a pas tous les éléments possibles. Voilà. Y a-t-il des risques d'abus ou de corruption dans les processus de sélection des soldats bénéficiaires? Oui, mais le problème chez nous, nous avons d'abord un premier défi. Le premier défi, c'est la majoration des effectifs. Le chef de l'État l'avait dit une fois quand il est arrivé à Beni. On lui a présenté une situation comme quoi à Beni, il y avait 20 000 militaires. Or, en réalité, les opérations contre les ADF-MTM n'ont jamais atteint 10 000 militaires. Donc, il y a cette majoration des effectifs. C'est ça la corruption. Lorsqu'on majore les effectifs, mais les effets, c'est quoi? Parce que quand vous avez un bataillon organique qui devrait avoir, par exemple, 750 hommes de troupes, lorsque vous avez un bataillon de 300 personnes, vous bouffez les 300 autres. Mais quand vous faites le déploiement, c'est vous qui en souffrez. Parce qu'au lieu de déployer 700 personnes, vous allez déployer 300. Donc ça, c'est des problèmes qui sont arrivés dans notre armée. C'est pourquoi nous insistons sur le mécanisme de suivi de cette prime. Et en parallèle, la justice militaire qui doit suivre toutes les opérations jusqu'au bout. Alors, comment assurer la transparence, surtout dans l'identification des soldats qui sont sur terrain? Bon, la traçabilité, c'est facile, comme j'ai dit. Un commandant sérieux, un commandant patriote, un vrai militaire, il sait que mon unité
a été la constitution de mon unité organique, par exemple, quand je dis des bataillons, par exemple, c'est au moins 700 personnes. Bon, nous avons combattu, nous avons perdu autant, nous avons eu autant de blessés. Il fait la liste. Il dit de 700 personnes, nous sommes restés par exemple avec 500. Mais s'il ment, lorsqu'il va déployer, il y aura un vide de 200 personnes. Et ce vide-là n'est pas bénéfique et à lui-même et au pays. Donc, un commandant, il doit naturellement faire, nous on appelle ça recensement, mais un appel, chaque matin il se réveille, un appel nominal, chacun à son poste, et un vrai commandant pour voir les infiltrés et des agents doubles, il demande le matin que chacun porte son galon. Et quand chacun a porté son galon, celui qui n'a pas de galon, il doit se justifier. Donc, vous voyez un peu. C'est-à-dire qu'au fait, il y a tous les mécanismes de contrôle. Mais si on est dans la mafia, si on est dans l'impunité, on essaie de dévier ces mécanismes-là. Et comme il n'y a pas de suivi, ça s'installe et ça devient une logique de corruption, une logique de détournement, et ça fait beaucoup de mal à la nation. Quel rôle ces primes jouera bien évidemment sur les morales, bien évidemment, ou bien donc l'efficacité des troupes sur le terrain? Le militaire, c'est la bravoure. Le militaire, c'est avancer, ne reculer pas. Et lorsqu'il a cette prime-là, il sait que toute la République est derrière lui, parce que même la tenue qu'il porte, c'est la République qui lui achète. Donc, il sait que toute la République est devant et derrière lui. Il sait qu'il a juré de défendre la République jusqu'au sacrifice suprême. Et dès lors qu'il sait que la République est derrière lui et que la République consent des sacrifices pour lui, et à ce moment-là, il ne va pas reculer, il va combattre avec patriotisme et avec détermination. Les civils sont-ils vraiment impliqués dans la reconnaissance des soldats présents sur le terrain? Bon, d'abord, l'armée, c'est une émanation des civils. C'est-à-dire que ce sont les militaires sont d'abord des civils. C'est des civils qui sont devenus des militaires. Et pour qu'une nation reste debout, il faut qu'il y ait cette unité nationale. Il faut qu'il y ait le sens de l'appartenance à la nation. Il faut qu'il y ait le soutien des services de défense et de sécurité. Et qui doit soutenir les services de défense et de sécurité? Ce sont les civils. Qui peut donner des renseignements aux militaires? Ce sont des civils. Alors, lorsque les civils ne supportent plus leur armée, l'armée ne peut pas faire grand-chose. L'armée a sa force dans son moral, c'est lorsqu'il sait que les civils... Et regardez ce qui se passe chez nous. Vous voyez que tout le monde est impliqué. Il y a un front artistique où les musiciens chantent pour l'armée. Il y a un front spirituel où des pasteurs organisent des prières. Il y a un front médiatique où Yaya est là en train de se battre bec et ongle. Il y a un front économique, nous l'avons dit déjà ici. Il y a un front judiciaire. Il y a un front diplomatique. Donc, tous ces fronts-là, c'est pour dire, soldats, vous n'êtes pas seuls. Nous sommes derrière vous et tenez bon. Voilà, d'un point de vue bien évidemment stratégique, est-il vraiment utile de concentrer des ressources, toutes les ressources de la République démocratique du Congo sur l'armée afin de vaincre cette guerre? Les nations comme les hommes naissent et meurent. Comme les villes aussi naissent et meurent. Comme les civilisations naissent et meurent. Il faut les entretenir. Pour qu'une nation résiste, il faut qu'il y ait ce sentiment national d'appartenance à cette nation-là. Pour qu'une nation reste debout, résiste aux assauts des voisins, il faut que sa colonne vertébrale, qui est l'armée et les forces de police, soit bien entretenue, bien encadrée. Donc, nous avons besoin de cette armée, parce que sans cette armée, le Congo n'existerait pas. Vous avez vu cette guerre, on a fait 3 ans à se battre au niveau de Rutshuru et Masisi. Si l'armée n'existait pas, comme à l'époque de l'AFDEL avait fait 6 mois. De Goma à Kinshasa, 6 mois. Parce que l'armée était pratiquement défaillante, l'armée a refusé de se battre. Mais une armée, si nous voulons que notre pays reste dans les limites de 1960, il faut que les services de défense et de sécurité soient protégés, et comment dirais-je, que la population accompagne ces services. Et qu'on mette des moyens, parce que le vrai problème c'est ça, moyens dans le recrutement. Vous savez, nous avons fait 20 ans sans recruter.
Donc, moyens dans le recrutement, moyens dans la formation, moyens dans l'équipement, moyens dans la mise ou la remise à niveau, entraînement, tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est très, très important. D'ailleurs, nous pouvons aujourd'hui faire un saut. On a vu, quand le président Trump il dit aux Européens, moi, je ne veux plus financer, les Européens aujourd'hui sont obligés de monter leur budget militaire parce qu'ils doivent. Il y a les services militaires, il y a les usines qui doivent fabriquer tout ça, ainsi de suite, parce qu'une armée, c'est avant tout la dissuasion. Et pour être dissuasif, il faut avoir les équipements qu'il faut. Nous avons des problèmes ici chez nous. Il n'y a pas de camps militaires ou des casernes, pas de camps militaires aux frontières qui devaient dissuader. Nous avons un problème de recrutement. Heureusement que chaque mois, chaque jour qui passe, on est en train de recruter. Donner cet amour aux jeunes gens, de comprendre que l'armée, ce n'est pas pour le brut. L'armée, c'est un service qui paye. L'armée, c'est pour défendre la nation. Et c'est comme cela que le recrutement doit se faire partout et dans les universités. Parce qu'il faut une armée, des gens qui ont étudié aussi. Parce que nous voyons seulement les militaires avec les fusils. Mais les génies militaires existent. Qui peuvent monter des ponts, qui peuvent construire des maisons, aujourd'hui on est dans les systèmes de drones. Mais c'est le génie militaire qui doit monter des drones. Système, tout vous voulez. Donc, tout cela, il faut des gens qui ont étudié. Parce que vous ne pouvez pas aller prendre quelqu'un dans son village sans l'avoir mouli dans une école technique et vous lui dites de manipuler les drones ou bien non, il faut nécessairement des gens qui ont étudié et les écoles techniques comme les instituts supérieurs de technique, comme la polytechnique, comme tout ça, même les médecins militaires. Il faut des médecins militaires, il faut des juristes, des magistrats militaires. Donc l'armée n'est pas une chose des abrutis, l'armée c'est un corps qui a des génies, un corps qui a toutes les couches de la société, mais surtout un corps qui doit réfléchir pour que si demain quelque chose arrivait, qu'il soit capable de parer à cela. Et quand l'armée n'est pas au front, l'armée fait les travaux de génie. Par exemple, la construction des routes et tout ça, ainsi de suite. C'est dans toutes les armées du monde. Donc chez nous, il ne faut pas penser que l'armée, c'est fait pour les abrutis, c'est fait pour les voyous. Non. Dans l'armée, même dans notre armée actuellement, vous avez des professeurs. Oui, il y a des professeurs. Il y a des professeurs dans notre armée. Donc, il faut effectivement pousser les jeunes gens à aller dans les services militaires pour relever, pour défendre notre pays. Alors, Nikes, donc, vous soutenez vraiment la démarche du président de la République, lui qui a dit vraiment concentrer, j'ai voulu dire, les ressources de la République démocratique du Congo sur les biens de l'armée. Mais si on ne le soutient pas, nous allons cesser d'être République démocratique du Congo. Parce que nous dénonçons le plan de balkanisation. C'est-à-dire que si on dépaisse le Congo cesse d'être le Congo. Donc, il faut mettre tous les moyens possibles, concentrer les ressources pour protéger notre pays, l'intégrité du territoire. Et donc, il faut être derrière le chef de l'État pour que, effectivement, ces pays... Parce que, comme je l'ai dit, les hommes passent, les institutions restent. Mais imaginez si nous passons avec les institutions. Les pays... Bon, vous connaissez la Yougoslavie. Aujourd'hui, la Yougoslavie n'existe plus. Parce que elle a été désagrégée aujourd'hui. Cette communauté ethnique ont créé 7 pays. Vous comprenez? Nous prenons le cas du Soudan. Le Soudan était un aujourd'hui. Vous avez le Soudan du Sud, le Soudan, tout ça, ainsi de suite. Donc, un pays peut mourir si la volonté de ses habitants n'est pas d'accompagner le pays pour qu'il puisse résister. Les pays sont comme les hommes, comme les institutions, comme les banques, comme les... Donc, ils naissent, ils grandissent et ils meurent, mais ils meurent par défaut de managers. Peut-être la dernière question de cette émission, M. Nikes. Comment peut-on améliorer la gestion de ces primes à long terme pour soutenir l'effort de guerre d'une manière plus durable? Alors, la première des choses à faire, aussitôt que nous aurons passé cette étape de la guerre, il faut réorganiser l'armée. La réorganisation de l'armée signifie quoi? Il faut qu'il y ait un budget adéquat. L'armée doit cesser de vivre de la loterie, c'est-à-dire des cotisations. Il faut un budget conséquent, un budget qui prend en compte tous les problèmes de l'armée. Comme je l'ai dit,
le recrutement. Vous recrutez les gens, mais il faut les caserner, construire des camps militaires, des hôpitaux, des écoles des enfants des militaires. Tout cela, recruter, former, équiper. Donc, il faut tout cela. Et ça doit être une des priorités. Parce que nous sommes un pays convoité et nous sommes un pays menacé. Nous sommes l'un des rares pays au monde qui a 9 voisins. Et les 9 voisins qui ne sont pas des enfants de cœur, qui convoitent nos richesses. Donc, nous devons avoir une armée capable de dissuader. Et ça, c'est très important. N'importe quel président de la République qui viendra, s'il ne met pas ça dans la tête, nous perdons notre pays. Avez-vous une proposition surtout à toute la population congolaise qui vous regarde à pareil instant, mais aussi à tous les membres du gouvernement pour continuer toujours à soutenir notre armée financièrement? À notre population, nous devons soutenir l'armée. Parce que nous n'avons que cette seule armée et ce seul pays. Nous devons continuer à soutenir l'armée. Aux membres du gouvernement, chacun dans le rôle qui est le sien, parce que vous savez que notre gouvernement est monté sur base de la législature. C'est-à-dire que les ministres viennent de l'Assemblée nationale. Et qui dit Assemblée nationale dit député. Qui dit député dit des gens derrière. Donc si et les députés et les ministres, s'ils peuvent faire la campagne de recrutement, si nous aurons une armée, nous sommes un pays de 100 millions d'habitants. Le 1% d'une armée, de notre armée devait être 1 million de militaires. Nous n'en avons pas. Donc, et bien sûr, il faut veiller à l'organisation, qu'est-ce que je veux dire, veiller à la bonne gouvernance des fonds que génèrent les pays. Ce n'est pas beaucoup, mais si on gère très bien, nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. Mais leur premier acte est souhaitable quand même et à féliciter. Pas souhaitable, mais à féliciter, nous devons encourager, nous devons nous jeter dans cet acte ici en disant, chacun, ceux qui prient, ils prient pour l'armée, ainsi de suite. Mais on a vu à Goma, à l'époque, les gens descendre au front avec des bouteilles d'eau. C'est ça aussi le soutien à l'armée. C'est le soutien à l'armée. À l'époque de Mamadou. À l'époque, effectivement. Donc, quand l'armée est au front, c'est tout le peuple qui est au front et il faut le soutenir. S'il faut donner une bouteille d'eau, donner. S'il faut acheter des biscuits, acheter. Parce que c'est pour notre survie. Voilà, Monsieur Nikeski Belbel, nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous en conclusion ce que vous avez à dire. Il faut soutenir l'initiative du chef de l'État, il faut soutenir et encourager les bonnes actions, notamment qui concernent l'armée, notamment le moral des hommes au front. Et il faut surtout veiller à ce que cette prime arrive jusqu'au dernier des soldats. Et pour y veiller, il faut mettre la justice militaire pour suivre la traçabilité jusqu'au bout. La discipline est la mère des armées. C'est avec ces slogans, bien évidemment, que nous jetons de l'encre à cette production d'aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Nikeski Belbel, d'avoir encore une fois répondu présent à notre invitation. Merci, plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci également à vous qui nous avez suivis du début à la fin de cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ouvrez également votre cloche de notification, partagez nos émissions, likez, commentez, et cela ne fera du mal à qui que ce soit. Travaillons toujours au service de la nation, parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.